Notre prochain orateur sera John Lockland. John est directeur des études à l'Institut de la démocratie et de la coopération, titulaire d'un doctorat de philosophie décerné par l'Université d'Oxford. Il est habilité à diriger des recherches en France. Il est ancien maître de conférences à Sciences Po et à Paris 3, et il a également enseigné à Rome. Son dernier et 6e livre s'intitule « Histoire des procès politiques de Charles Ier à Charles Taylor », sorti en 2016. Il est spécialiste du droit pénal international et plus largement du concept de la souveraineté nationale. John Lockland nous parlera de la pérennité du marxisme en Occident, droite et gauche pendant et après la guerre froide. Le titre de notre colloque aujourd'hui nous invite à réfléchir sur la question suivante. Pourquoi le concept d'Occident se dresse-t-il aujourd'hui contre l'Europe? Je voudrais essayer de répondre à cette question en vous proposant l'affirmation suivante. C'est parce que nous parlons à tort de la chute du communisme. Nous parlons à tort de la chute du communisme parce que s'il est évident qu'en 1989 et ensuite en 1991, les régimes communistes d'Europe de l'Est se sont effondrés, avec la dislocation ensuite du territoire historique de la Russie impériale, il n'est pas pour autant le cas que le communisme se soit effondré en Occident. Je pense qu'au contraire, non seulement le communisme, le marxisme reste hélas bien vivant en Occident, mais aussi que la guerre froide qui a été menée contre le bloc soviétique a renforcé ce marxisme. Je m'explique. Nous savons que, suite à l'effondrement du système économique, l'économie planifiée, que le marxisme en Russie et à l'est de l'Europe a été totalement discrédité par son échec économique. Cela ne vaut absolument pas pour l'Occident, où, pendant toute la période de la guerre froide, le marxisme, nous le savons tous dans cette salle, est resté hélas complètement, non seulement vivant, mais complètement dominant dans toutes les grandes institutions de l'État, notamment dans les universités et dans les médias. Si en effet, en 1991, c'est la création de Lénine qui s'est effondrée, en réalité, nous vivons en Occident sous l'emprise d'un révolutionnaire beaucoup plus malin et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace que Lénine. Lénine qui, lui, était un praticien du pouvoir étatique. Nous vivons ici sous l'emprise d'un théoricien révolutionnaire beaucoup plus puissant qui est Gramsci. Gramsci qui, lui, a théorisé, comme vous le savez, le concept de la longue marche à travers les institutions. Ce renforcement du marxisme en Occident pendant la guerre froide a eu lieu pour une raison paradoxale. En fait, pour mener la guerre froide, bien sûr la droite, qui par définition était anticommuniste, était de toute façon acquise à la cause. Par conséquent, les gouvernements occidentaux se trouvaient devant l'obligation de séduire aussi la gauche, ou au moins une partie de la gauche, dans leur opposition au bloc soviétique. Je vous rappelle, mais vous le savez, que dans plusieurs pays, y compris en France, mais aussi en Italie, en Espagne et ailleurs, les partis communistes pro-soviétiques étaient extrêmement puissants. Il fallait donc aspirer une partie, la plus grande partie possible de l'électorat, vers un gauchisme anti-soviétique. C'est la raison pour laquelle les personnalités qui relevaient des tendances marxistes mais anti-soviétiques ou anti-staliniennes, le maoïsme, le trotskisme, etc., sont devenus tellement dominants en Europe occidentale. Et afin de séduire cette partie de la gauche, l'Occident a décidé de se profiler
comme plus progressiste encore que le régime soviétique, qui lui, bien sûr, voulait incarner le progrès. Et l'Occident l'a fait, par exemple dans le domaine culturel, en se moquant du réalisme socialiste et en finançant, y compris par la CIA, des artistes beaucoup plus avant-garde que les réalistes socialistes. Mais il l'a fait aussi sur le plan politique et institutionnel. Il y a beaucoup d'exemples, je n'en citerai qu'un seul. Nous venons de commémorer, n'est-ce pas, je ne dis pas fêter, commémorer le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Je l'ai fêté moi en trinquant la Brexit, bien sûr. Nous venons de commémorer cet anniversaire. Mais de quoi s'agit-il fondamentalement? Quand l'Union européenne, quand les premières communautés européennes ont été créées en 1950 et ensuite en 1957, eh bien je crois qu'il faut voir dans cette création une tentative, encore une fois, d'aspirer une partie de la gauche vers un projet anti-soviétique. Car fondamentalement, l'Union européenne, ou ce qui deviendra l'Union européenne, incarne un très grand nombre des mêmes valeurs qui, elles, étaient mises en avant par le régime soviétique, et notamment la valeur de la paix. Vous savez, depuis 60 ans, on nous gave de l'idée que l'Europe, c'est la paix. Eh bien, c'était exactement pareil en Union soviétique. Nos amis russes ici présents savent fort bien quel était le premier acte législatif du nouvel État soviétique en 1917. C'était le décret de la paix signé par Lénine. Et bien, de même, la déclaration Schuman, on peut ceteris paribus considérer que c'était le premier acte législatif de la nouvelle communauté européenne. Elle aussi, cette déclaration évoque la paix comme principe fondamental de la nouvelle construction. Tout cela explique la raison pour laquelle, aujourd'hui, en Occident, nous continuons à vivre sous l'emprise de au moins 7 principes ouvertement marxistes qui sont transposés dans la politique actuelle. J'en ai trouvé 7, je pourrais peut-être en trouver 14 ou 21, mais en tout cas je commence avec 7. Il est bien évident que l'aspect économique du marxisme a été mis de côté, mais d'autres aspects, les aspects les plus fondamentaux, les aspects métaphysiques du marxisme, eux, restent en vigueur. Le premier élément où, me semble-t-il, le marxisme est encore non seulement vivant, mais constitue une référence indépassable pour la politique aujourd'hui, c'est la croyance en la révolution. Pierre Gentillet évoquait tout à l'heure le drame de la Syrie. Eh bien, le drame de la Syrie, ce n'est qu'une énième version, n'est-ce pas, du soutien accordé par l'Occident à toutes les révolutions imaginables. Les révolutions colorées, la révolution orange en Ukraine, la révolution des roses en Géorgie, le printemps arabe, et ainsi de suite. Et bien sûr, la dernière révolution de 2014 en Ukraine. Là où l'Union soviétique pratiquait, avait comme principe de sa politique étrangère la lutte des classes sur le plan international, l'Occident, aujourd'hui, a le principe de changement de régime, c'est-à-dire de révolution, comme son principe fondamental en matière de politique étrangère. Deuxième exemple, la notion très marxiste que la politique serait en quelque sorte une superstructure de l'économie. Vous connaissez tous la fameuse citation de Marx qui dit « Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. » Eh bien, quand, au moment de la fin de l'effondrement effectivement du bloc soviétique, quand cette euphorie a gangréné les esprits en Occident, on nous racontait que le mondialisme était inévitable parce qu'on avait inventé le courrier électronique et que les communications rendaient inévitable la mondialisation de l'économie. C'est exactement la même pensée qu'avaient jadis les marxistes. Troisième exemple, mais ce n'est pas à cette salle que je vais apprendre ceci,
l'internationalisme. L'internationalisme, c'est le mot d'ordre principal de la pensée marxiste. Non seulement l'internationalisme, mais l'antinationalisme, la haine de la nation. Et plus profondément encore, le concept éminemment léniniste du dépérissement de l'État, marxiste et léniniste. L'État avait vocation à dépérir, à disparaître. Lénine écrivait en effet en 1917, dans son essai « L'État et la Révolution », là où il y a l'État, il n'y a pas de liberté. Quand il y aura la liberté, il n'y aura plus d'État. Eh bien, cette pensée, qui est en quelque sorte le fondement du marxisme, se retrouve aussi dans cette chanson épouvantable, mais rassurez-vous, je ne vais pas la chanter, non pas de Lénine, mais de Lennon, John Lennon, Imagine. Vous connaissez cette chanson. Bon, voici la traduction. Imagine qu'il n'y a aucun pays. Ce n'est pas dur à faire. Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir. Aucune religion non plus. Imagine tous les gens vivant leur vie en paix. Cette idée du dépérissement de l'État, de la fin des nations et de l'internationalisme, ce sont des idées purement marxistes. Autre exemple, un exemple que je tiens beaucoup à cœur, puisque, comme l'a dit Fabrice Orlin, je m'intéresse beaucoup au droit pénal international, le déploiement ou l'exploitation du droit pénal en matière de politique et notamment en matière de politique internationale. Tout le monde connaît les procès-spectacles de Moscou. Tout le monde sait comment les premiers bolcheviks se sont servis de la justice, du système judiciaire, non seulement pour inculper leurs ennemis et pour les mettre en prison, mais surtout pour enseigner au peuple les nouvelles vertus du marxisme et du communisme. Les premiers bolcheviks organisaient dans des salles publiques des faux procès, des procès-spectacles, c'était des pièces de théâtre. Mais ces faux procès, ces procès-spectacles, qui n'étaient pas des vrais procès en l'occurrence, avaient pour but d'éduquer les gens. Eh bien, il en est de même avec la prolifération des tribunaux pénaux internationaux aujourd'hui. Nous assistons à exactement la même criminalisation de l'ennemi que faisaient jadis les communistes en Union soviétique. Mon dernier livre, qui effectivement porte sur l'histoire des chefs d'État qui ont été inculpés depuis Charles Ier d'Angleterre en 1649, la première version, la première édition de ce livre, je l'ai terminé en 2008. Figurez-vous que depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu, si vous prenez la totalité de chefs d'État qui ont été inculpés depuis Charles Ier, vous arrivez à peu près à une trentaine. Eh bien, il y en a eu 15 depuis que j'ai fait la première version de mon livre. Vous voyez à quel point cette tendance est en explosion. Cinquième exemple, le concept du complot international. Les nations vont disparaître, que toutes les nations sont artificielles et de toute façon elles vont un jour arriver à leur terme et mourir. Ou alors quand on nous dit, quand on nous explique que le sexe, le genre est une chose pas très déterminée, que l'on peut être l'un ou l'autre selon son choix, mariage homosexuel et ainsi de suite. Tout cela, ou alors le culte du métissage, je n'aurai pas le temps de développer ce point, mais quelqu'un a évoqué Kudnov-Kalergi, lui, qui était un grand, non seulement le père du concept de l'unité européenne, mais un théoricien explicite du culte du métissage. Tout cela relève de ce que j'appelle le culte de l'évolutionnisme, c'est-à-dire l'idée qui est en fait au fond de la métaphysique marxiste, selon laquelle rien n'est déterminé et tout est dans un état de flux permanent. Friedrich Engels, dans sa dialectique de la nature, a expliqué en quelques phrases cette idéologie, et je le cite. La nouvelle conception de la nature était achevée dans ces grandes lignes. Il parle de l'histoire de la science. Voilà dissous tout ce qui était rigide, volatilisé tout ce qui était fixé, et périssable tout ce qu'on avait tenu pour éternel. Il était démontré que la nature se meut dans un flux
et un cycle perpétuel. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui encore, presque 200 ans après la publication du manifeste, que les premières paroles de ce tract sont d'une grande actualité. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Merci. Merci beaucoup, John, pour ce très riche exposé.